Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Capable Coaching, le podcast qui libère. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'une petite série un peu spécifique sur les nuances d'une relation toxique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler de lui, mais qui est souvent mal compris. Les profils qui sont dits pervers narcissiques. Vous avez probablement entendu parler de ce terme à maintes reprises, souvent pour décrire des comportements manipulateurs, contrôlants, avec plus ou moins une approche extrême dans une relation. Il peut bien évidemment s'agir de relations sentimentales, mais également familiale, amicale ou professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est un pervers narcissique exactement ? Qu'est-ce qu'on dénomine d'une telle façon ? Et puis surtout, est-ce que toutes les relations toxiques impliquent ce profil ? Et bien évidemment, comment pouvez-vous les identifier et éviter de tomber dans ce type de dynamique ? Dans ce premier épisode, je vous propose donc d'aller voir ce que signifie vraiment le terme pervers narcissique et pourquoi il est parfois et même souvent surutilisé. Et comme toujours, si vous cherchez des outils pour naviguer dans vos relations, je vous parlerai de mon programme Libre d'aimer qui vous accompagne pour retrouver un équilibre émotionnel et relationnel à la fin de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Un ou une pervers narcissique, bien évidemment. Eh bien, le terme fait référence à un individu présentant des troubles de la personnalité narcissique. C'est important de bien comprendre que pervers narcissique en lui-même ne définit pas le trouble de la personnalité narcissique. Si on regarde dans le DSM, qui est le manuel qui reprend l'ensemble des troubles, des pathologies psychologiques, le terme pervers narcissique n'y apparaît aucunement. Mais c'est effectivement beaucoup plus facile de parler de pervers narcissique que d'évoquer les troubles que peuvent présenter quelqu'un et qui sont plus exactement des troubles de la personnalité. Ces troubles sont donc combinés à des comportements bien souvent et quasi totalement manipulateurs et voire même destructeurs. Destructeurs de la personne qui est en face, mais finalement aussi destructeurs de la personne elle-même. Voici donc quelques caractéristiques clés des personnes pouvant présenter ce type de profil. Il y a tout d'abord un besoin constant de contrôler. Le ou la personne définie comme étant pervers ou perverse narcissique manipule l'autre pour maintenir une position de pouvoir. S'assurer de savoir qu'est-ce que fait l'autre et surtout que fait l'autre ne fait que des choses qui vont lui convenir, qui rentrent dans son cadre de fonctionnement, qui entrent dans sa zone de confort, dans son environnement qui lui permet d'évoluer. Il y a également un manque d'empathie, puisque ces individus sont très souvent incapables de se mettre à la place de l'autre et finissent par minimiser, voire complètement ignorer les besoins et les émotions de leurs partenaires ou collaborateurs ou membres de leur famille ou amis. Il y a également une dévalorisation progressive, puisqu'ils vont commencer souvent par flatter, par charmer,
par surévaluer, c'est-à-dire que on n'est pas là au stade du simple compliment, c'est-à-dire que ils en mettent des couches, littéralement. Et puis, progressivement, quand ils ont atteint le niveau d'apogée, on repasse en phase de descente. Et là, on va partir vers des comportements qui vont être beaucoup plus orientés vers la critique et vers le rabaissement. Cette phase de critique et de rabaissement vont évoluer progressivement en étant toujours plus intense, beaucoup plus incisif, beaucoup plus souffrant et douloureux pour la personne qui va recevoir ces comportements. Et il y a également l'isolement. La personne qui est considérée comme pervers ou perverse narcissique peut chercher à isoler sa victime de ses proches pour renforcer sa dépendance. Je vais prendre l'exemple de la personne qui est en couple, par exemple, et qui va vous dire « Oui, mais si vous êtes invité chez vos parents le prochain week-end et qui va vous dire non, il ne faut pas qu'on y aille parce que j'ai bien vu que tes parents ne m'appréciaient pas, j'ai bien vu qu'ils ne voulaient pas qu'on soit ensemble et je pense même, je suis convaincue qu'ils veulent tout faire pour qu'on se sépare et qu'ils veulent t'éloigner de moi. » Je prends cet exemple parce qu'il est assez fréquemment présenté, exposé par les personnes qui ont été dans ce type de relation, mais c'est littéralement sous cet angle-là, c'est-à-dire que les personnes qui sont extérieures à l'environnement sont indiqués comme étant des ennemis de la relation. Et donc, il y a aussi cette verbalisation qui va se faire d'une façon plus ou moins directe, mais en règle générale, il y a toujours un ennemi face à lui ou elle qui est la victime, et puis vous qui êtes identifié comme étant la personne qui va permettre à l'ennemi de les atteindre. Puisque pour eux également, la relation elle-même est une sorte de nourriture. C'est un profil, on parle de trouble de la personnalité narcissique. C'est quelqu'un qui ne se voit que lui ou elle-même. Et donc la relation, c'est quelque chose qui lui ou elle lui appartient. Alors pour mieux comprendre également ce type de profil, regardons ses origines et l'origine de ces tendances narcissiques. Eh bien, ces comportements peuvent trouver leurs racines dans des facteurs génétiques. Oui, c'est totalement possible. Mais également dans des expériences marquantes et même venir de l'éducation elle-même qui a été reçue durant l'enfance. Voici donc quelques éléments pour vous permettre de mieux comprendre l'origine de ces tendances. Il y a d'abord, et là c'est vraiment très important, la carence ou l'excès de considération. C'est-à-dire que les adultes qui développent ce trouble ont soit eu une considération instable ou peu croissante venant de leur figure parentale. Quand c'est des personnes avec qui leurs parents ont très souvent soufflé le chaud et le froid. Un coup, c'est des félicitations, c'est beaucoup d'encouragement. Et puis tout à coup, il y a un complet détachement. Et puis ça revient et puis ils les mettent au sommet sur la plus haute marche du podium. Et puis à d'autres moments qui vont être traités avec encore moins de considération que pour une poubelle, par exemple. Et le fait qu'il y ait justement autant d'instabilité, donc inconsciemment, parce que je vous rappelle que c'est hyper important de garder à l'esprit que tout ça se joue à un niveau inconscient, eh bien l'individu va chercher à compenser. Et donc il va se nourrir d'un amour-propre, okay, donc son amour de soi atteint un niveau extrême.
Et c'est un niveau qui est tellement extrême qu'il couvre tout le reste. Et du coup, il peut continuer à vivre avec une certaine instabilité émotionnelle venant des figures parentales, puisque il y a justement ce système de compensation qui se met en place. Dans le cas contraire, le cas contraire, est également favorable à ce type de comportement, puisque là on a une figure parentale qui va survaloriser l'enfant, à tel point qu'il perd la notion de la réalité. Et comme il s'agit d'un environnement dans lequel l'ego se sent très bien, eh bien la personne qui va être affectée continuera à alimenter ce niveau de considération une fois à l'âge adulte. Alors l'ego ne se développe pas, bien évidemment, à l'âge où on est encore tout bébé, tout petit. Il va venir et il va se développer un peu plus tard, mais justement quand il y a toute cette alimentation, eh ben, il y a une espèce de détachement, une espèce de distanciation face à la réalité. En fonction des cas, il y a des cas où c'est tellement extrême et les parents vont tellement survaloriser et éloigner l'enfant de tout ce qui va le permettre de se responsabiliser, d'être réaliste, de se confronter à tout ce qui compose la réalité, dans son aspect positif, mais aussi dans son aspect négatif. Et bien ce que ça va amener justement, c'est vraiment cet aspect où l'adulte en question ne sait pas ce que ça veut dire être responsable. Puisque dès qu'il va se passer quelque chose, il y a toujours une figure parentale, si ça n'est pas directement un ou les parents, qui vont tout couvrir, qui vont tout excuser, qui vont tout justifier. Donc c'est vraiment hyper important, mais c'est quelque chose qui peut manquer très fortement le profil, ou en tout cas ce type de profil. Il y a également dans les origines un manque d'amour inconditionnel extrême. Et là, on va plutôt parler des individus qui ont souvent grandi dans un environnement où leurs valeurs étaient conditionnées uniquement et ultimement à leur performance ou à leur conformité. Tu dois être le ou la meilleure, c'est la seule et unique place pour toi. Tu dois être le ou la plus intelligente, tu dois être le ou la plus performante, tu dois être le ou la plus belle mannequin. Bon, je prends des exemples un peu variés, mais c'est vraiment appliquer ce modèle où la seule place qui existe, c'est la première. Un point, c'est tout. Et du coup, cette recherche de perfection et de survalidation de soi-même, puisque de toute façon, je ne peux que viser la première place et le reste n'est plus mon problème. Tout ce que je sais, c'est que je dois être sur la marche la plus haute. Je ferai toujours tout pour y arriver. Et là, on revient justement à ce manque d'empathie. Derrière ces tendances narcissiques, il peut également y avoir un mécanisme de défense. Et ces traits sont souvent une stratégie inconsciente pour éviter de ressentir des émotions trop douloureuses, comme la honte ou comme la peur de l'abandon. En fait, c'est vraiment se poser un masque, mais c'est un masque qui a fini par s'enraciner très profondément et depuis très longtemps, mais un masque qui est coloré de fierté. C'est-à-dire que dans sa réflexion, c'est quelqu'un qui va se dire que c'est lui ou elle la meilleure. Et que pour être sûr que ce soit lui ou elle la meilleure, dans tous les cas,
il y a plusieurs choses qu'il faut garantir. Garantir d'avoir toujours le contrôle sur les autres, sur la situation. Garantir de ne pas être vu comme étant la personne qui doit porter les responsabilités. Et garantir également l'atteinte de ses objectifs. Et s'assurer d'être toujours au centre de l'attention. Ou en tout cas au centre de l'attention de là ou des personnes qui sont visées. Je vous le disais déjà en rappel, mais il est vraiment essentiel de noter que la plupart des pervers narcissiques ou des personnes qui sont nommées, qui ont réellement un trouble de la personnalité narcissique, ne sont pas conscients de leur comportement, ni de l'impact qu'ils ont sur les autres. Revenez justement à l'époque de votre enfance. Vous avez été éduqué d'une telle ou telle façon. Eh bien, c'est important aussi de se rappeler que chacun a eu son éducation dans son environnement et que pas tous les parents, que pas toutes les figures parentales ont passé les mêmes messages. Et que ça, malheureusement, on n'y peut rien, on n'y peut plus rien puisqu'on n'y est plus. Ce sont des personnes qui sont maintenant adultes. Ça n'est plus quelque chose qu'on va pas pouvoir transformer toute l'éducation, revenir dans le passé et passer un coup de gomme, bien évidemment. Et donc gardez à l'esprit qu'ils agissent par automatisme. De la même façon que vos parents vous ont appris qu'il faut être poli, qu'il faut aussi savoir se mettre à la place des autres, qu'il faut les respecter, qu'il faut se faire respecter, ces personnes ont également appris à fonctionner d'une autre façon. Et comme c'est le seul modèle qu'ils ont eu, puisque c'est leur modèle d'éducation, ou en tout cas c'est un modèle que leur éducation les aura poussés à développer inconsciemment, ce sont des schémas qu'ils ne peuvent pas remettre en question. C'est comme si aujourd'hui je vous disais, quel que soit votre prénom, ou qu'on vienne me dire aujourd'hui, on me dit oui mais Morgane, mais pourquoi tu t'appelles Morgane ? Parce qu'on m'a nommé comme ça, j'y peux rien, je l'ai pas choisi. J'aime bien mon prénom, par la même occasion, mais ça fait vraiment partie des choses qu'on ne peut pas leur demander de réévaluer, de prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est comme si on les demandait d'aller réinterroger ce qu'ils ont construit comme étant leur identité. On va prendre un dernier exemple concret pour clôturer ce premier épisode, mais c'est quelque chose qui va résonner. Vous avez certainement entendu une histoire similaire, mais celle de la relation où tout commence de manière idéale. C'est le film romantique, par définition, tout est beau, tout est rose, tout est super, il y a énormément d'attention, d'affection qui est portée, qui vous est portée, et il y a vraiment cette sensation, cette énergie là de se sentir nourrir et limite parfois presque gavé. Parce que là vous n'avez pas juste quelqu'un qui va vous dire oui tu es bien, tu es quelqu'un de super, tu es fantastique, c'est quelqu'un qui va vous dire mais vous êtes la meilleure personne à la surface de cette planète et peut-être même dans cette galaxie. Et quelqu'un qui va, dans son discours, vous positionner au-dessus de tout le reste. Mais comme par une réflexion finalement inconsciente de sa propre position. Et puis cette personne semble parfaite, attentif ou attentive, bien évidemment. Il n'y a pas que des hommes, même si ils représentent la majorité des personnes qui développent des traits du trouble de la personnalité narcissique. C'est un trouble qui a également été observé chez des femmes. Mais donc, pour revenir sur cet exemple, donc
On parle de ça, de ce partenaire qui est attentif, qui fait preuve d'une grande générosité. Et puis, tout à coup, avec le temps, dès le moment où il va y avoir la moindre petite ombre au tableau, les critiques subtiles vont commencer. Ça commence toujours de façon très subtile. Ça passe comme quelque chose d'anodin. Ah, mais tu devrais plutôt être comme ceci. Oh, mais tu devrais plutôt faire cela comme ça. Ah, si j'étais toi, je le ferais de telle ou telle façon. Et puis, on va progressivement avancer dans une posture où on va chercher à vous faire vous sentir coupable. Et là, vous allez être face à une personne qui va dire « Oui, mais je fais tout pour toi. Et pourquoi toi, tu ne fais pas autant? Pourquoi toi, tu n'en fais pas assez ?» Vous allez vous sentir en inadéquation et de moins en moins à votre place et commencer à douter de vous-même et à vous poser toutes sortes de questions. Mais et c'est quelque chose, prenez le temps de vous observer si vous avez le sentiment d'être potentiellement dans ce type de relation. Comment vous vous habillez, quelle attention vous vous portez. Si vous étiez quelqu'un qui prenait le temps de prendre soin de vous, de vous chouchouter, d'aller chez le coiffeur, voilà, de vous habiller. Essayez d'observer si vous vous interrogez dans quel type de relation. C'est souvent aussi par l'apparence que ce genre de choses s'exprime. Et puis, à chaque fois qu'il va y avoir la moindre raison, la moindre excuse, la moindre opportunité d'enfoncer le clou, même si je rappelle à nouveau que cela fonctionne de façon totalement inconsciente. Oui, ça peut paraître incroyable, mais c'est effectivement le cas. Ok, cette personne, dès le moment où il va y avoir d'autres personnes qui peuvent observer votre mal-être, qui va chercher à intervenir. Je reprends l'exemple aussi de tout à l'heure avec l'isolement, le fait de vous dire que oui, mais là, il faut que tu coupes contact avec cette personne parce que cette personne m'en veut, cette personne veut nuire à notre couple. Donc, il faut que tu coupes les liens, il faut que tu coupes contact. Ça va commencer par une personne, mais à chaque fois qu'une personne s'approchera de la vitrine de votre relation, ça sera le même système. Puisque ce que cette personne vous indique comme étant nuisible pour le couple l'est surtout pour sa propre survie finalement dans l'environnement intime que vous êtes en train de construire ensemble. Cet environnement étant le couple lui-même. Et donc ce cycle de valorisation et de dévalorisation, puisqu'à un moment, lorsque vous allez approcher un point de non-retour, ou en tout cas vous allez vraiment le frôler de très près, c'est le moment où en général vous allez dire stop, ça suffit, je veux sortir de ça, il faut que je sorte de moi-même de cette situation. Dans des cas extrêmes, on a des personnes qui peuvent vous pousser à culpabiliser jusqu'à tenter de vous faire porter la responsabilité de tentatives de mettre fin à leur jour, de consommation de substances illicites. Voilà, qui va à nouveau vous faire porter à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va porter leur responsabilité. Et puis, tout à coup, quand l'autre va voir que là, l'emprise et le contrôle ne sont plus fonctionnels, on repasse dans le cycle de valorisation. Et puis, c'est à nouveau vous nourrir, vous faire remonter au sommet de la montagne et puis pour redescendre. Et puis c'est un cycle qui peut se mettre en place en continuant à prendre en intensité. Cependant, il est aussi important de rappeler que tout comportement toxique n'implique pas nécessairement un pervers narcissique. Et que on peut avoir et être confronté aussi à des comportements qui sont néfastes sans que cela implique quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique. Mais aujourd'hui, c'est une étiquette qui est malheureusement appliquée à tort et qui peut nuire à une réflexion beaucoup plus nuancée, beaucoup plus réaliste et détachée sur la relation que l'on est en train de vivre. Mais ça, on va pouvoir le développer dans les prochains épisodes. Nous avons donc vu aujourd'hui ce qu'est réellement
un ou une perverse narcissique, c'est un individu dont le comportement est ancré dans un mécanisme de contrôle inconscient. Ce mécanisme peut s'exprimer par divers torts, souvent destructeurs. Mais attention, toutes les relations toxiques ne sont pas dues à un ou une perverse narcissique. Ce terme est souvent utilisé à tort et il est essentiel d'apprendre à faire la distinction entre une relation malsaine et une relation impliquant une personne ayant un véritable trouble de la personnalité narcissique. Cela dit, il est également important de rappeler que les personnes présentant ces traits ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des personnes qui le matin se réveillent en se disant « Ah oui, ben là, aujourd'hui, au premier objectif de la journée, c'est faire en sorte que l'autre pleure, c'est faire en sorte que l'autre souffre, c'est faire en sorte que l'autre va couper contact avec toutes les personnes autour d'elle. » C'est un comportement qui, inconsciemment, vient nourrir une chose, un besoin de survie, puisque c'est tout ce que l'on fait. On cherche à vivre et à survivre. C'est à ça aussi que sert l'ego. Et l'ego a une alimentation particulière à travers ce trouble. N'oubliez pas également que derrière ces comportements, il y a souvent des blessures extrêmement profondes. Et des peurs très intenses, mais qui restent inconscientes. Puisqu'il y a tout un modèle égotique qui s'est construit en phase d'éducation. Cela ne justifie bien évidemment en aucun cas leurs actes, et encore moins la souffrance qu'ils peuvent infliger aux autres. Mais comprendre ces dynamiques permet aussi de sentir de la haine et du ressentiment et de se libérer de l'emprise émotionnelle qu'ils peuvent exercer, mais que parfois, justement, quand on sort de ce type de relation, on continue à nourrir nous-mêmes. Combien de fois on peut voir sur des plateformes, sur les réseaux, des personnes qui parlent du fait d'avoir été dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Maintenant, ils ont même leur petit acronyme, PN. Et puis, même parfois, c'est des relations qui remontent à plusieurs années. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que rester tourné vers le passé et nourrir les cicatrices, je vais même le dire autrement, mais graisser et engraisser les cicatrices ne vont pas les permettre de se fermer correctement. Mais on aura l'occasion également de voir un peu plus en profondeur aussi cette partie pour justement vous permettre de guérir, d'avancer et de vous libérer réellement de cette emprise. Donc dans le prochain épisode, nous allons approfondir cette question et vous aider à y voir plus clair. Nous verrons donc également quelles sont les différences entre une relation toxique et une relation avec une personne ayant un trouble de la personnalité narcissique. Et pourquoi certaines dynamiques relationnelles peuvent être nocives sans pour autant entrer dans le cadre précédemment nommé. Et puis surtout, comment identifier ces schémas et éviter de tomber dans des conclusions hâtives. Si cet épisode vous a interpellé, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation où vous vous sentiez manipulé, dévalorisé, sans pour autant pouvoir mettre un mot dessus? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez très rapidement nommé cette relation comme étant une relation avec un ou une perverse narcissique? Sur quelle base, sur quelle preuve, sur quel fait? On aura l'occasion d'en parler dans la suite de ce podcast.
En fonction de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, vous avez peut-être la possibilité de commenter. Ce sera toujours avec plaisir. Vous avez également l'accès à mon site internet avec mon programme Libre d'aimer qui vous permet de travailler et de guérir pour pouvoir manifester des relations saines et alignées avec qui vous êtes réellement, pour aller retrouver votre authenticité. Profitez-en, vous avez une offre spéciale de lancement sur le mois de février, donc c'est la seule et unique fois où cette offre sera certainement à un prix aussi attractif, donc profitez-en, c'est aussi un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine dans le 2e épisode pour évoquer les points précédemment présentés. D'ici là, prenez bien soin de vous et souvenez-vous que vous avez le droit à des relations saines et équilibrées, tout comme chacun a le droit de guérir et de se transformer. Moi, je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Capable, le podcast qui libère.